Bonjour, je me présente, docteur Bouakez, je suis neurologue au CHU Mustapha. On va parler aujourd'hui de la conduite à tenir devant une céphalée aiguë. Voilà. Pour commencer, la céphalée est une douleur de l'extrémité céphalique crânienne ou faciale. C'est un symptôme subjectif rapporté par le patient. La céphalée aiguë, elle est récente, elle est nouvelle et inhabituelle. Elle peut être primaire ou bien secondaire associée à une lésion. C'est un motif fréquent de consultation aux causes multiples. Le diagnostic est essentiellement clinique, neuroradiologique, guidé par un examen clinique minutieux. Les céphalées perçues par le patient comme récentes et inhabituelles, aiguës, sont des céphalées secondaires jusqu'à preuve du contraire et nécessitent des examens en urgence. Toute modification récente d'une céphalée ancienne et habituelle fait suspecter une céphalée secondaire. L'examen clinique. Interrogatoire du patient céphalalgique, très important dans notre examen clinique. L'âge, le sexe, la profession. Les antécédents médicaux, pathologies aiguës ou chroniques connues, crise migraineuse antérieure, troubles ophtalmologiques et prise de toxiques, traumatisme crânien. Le terrain aussi, grossesse, sportif, stress, une personne anxieuse. Antécédents familiaux de migraine, malformation vasculaire, tumeur cérébrale et pathologie vasculaire. Caractéristiques de la céphalée, le mode d'installation, aigu ou subaigu. L'horaire, dans la soirée, la nuit, le matin au réveil. La durée, quelques minutes, quelques heures, quelques jours. Le siège, hémicranie, bien temporale ou bien occipital. Le type, striction, pulsatilité et brûlure. Intensité, caractère lancinant, paroxystique, insomniante ou bien majoré par la lumière. Le mode évolutif, caractère permanent, fluctuant dans la journée, survenant par accès. Recherchez aussi les facteurs déclenchants et de sédation sous traitement, le bruit et la lumière. Le contexte de survenue de la céphalée, syndrome infectieux avec ou sans notion de comptage, traumatisme crânien, qui soit récent ou ancien, facteurs déclenchants récurrents identifiés, effort, stress, conflit familial, scolaire, dépression, insomnie, traitement en cours et prise de toxiques. Signes associés à rechercher, fièvre, myalgie, obstruction nasale, asthénie, pâleur, vomissement, nausées, douleurs abdominales, signes visuels, signes neurologiques et aussi les cervicalgies. L'examen clinique, donc examen général et neurologique, intérêt, rechercher les signes d'alarme, évaluer les signes généraux, température, tension artérielle, le pouls, apprécier l'état de conscience, l'orientation dans le temps et dans l'espace et un trouble du langage. Rechercher aussi un syndrome méningé, tester la motricité, la sensibilité, l'équilibre et l'examen des paires crâniennes. Faire un fond d'œil à la recherche des signes d'hypertension intracrânienne. Pour la classification des céphalées, c'est une classification internationale. Donc, on a des céphalées primaires, secondaires et des névragies crâniennes. Pour les céphalées primaires, qui ne sont pas associées à une lésion, donc essentiellement, on a la migraine, on a les céphalées de tension, les agies vasculaires de la face et autres céphalées provoquées par le froid, la toux, l'effort, l'activité sexuelle. On a les céphalées secondaires. Ce sont des céphalées secondaires à un traumatisme crânien, secondaires à une pathologie vasculaire crânienne ou cervicale, telle que l'hémorragie méningée. L'hémorragie méningée, qui est très répandue beaucoup plus chez le sujet jeune. L'hématome intracrânien, une malformation, thrombose veineuse cérébrale. Les céphalées secondaires à une pathologie intracrânienne, telles que l'HIC, l'hypertension intracrânienne, tumeur cérébrale et les malformations. Céphalée toxique aiguë ou chronique par abus médicamenteux ou sevrage. Céphalée en rapport avec le processus infectieux, méningite encéphalique, les abcès. Elle peut être aussi secondaire à un trouble métabolique, l'hypoxie, hypercapnie, hypoglycémie, hypercalcémie. Céphalée associée à une douleur de la face, dentaire, sinusienne, oculaire ou auriculaire. Et de la nuque. Et enfin, céphalée associée à une maladie psychiatrique. Donc, on a les céphalées primaires, les secondaires, on a aussi les névragies crâniennes, névragie du nerf trijumeau, du nerf glossopharyngien et autres névralgies. On va traiter les céphalées aiguës primaires, secondaires. On va commencer avec les céphalées aiguës primaires. Crise migraineuse, agie vasculaire de la face, les céphalées de tension, qui peuvent aussi être chroniques, les céphalées provoquées par le froid, la toux, l'effort et l'activité sexuelle. La migraine,
qui est la reine des céphalées primaires. Il s'agit d'une variété bien particulière de céphalées, survenant par accès intermittent entre lesquels le sujet ne souffre pas. Très important. Les épisodes de maux de tête sévères, habituellement hémicrâniennes, à bascule, parfois à droite, parfois à gauche, pulsatiles, accompagnés le plus souvent de nausées, de vomissements, vomissements qui soulagent la céphalée, et d'une augmentation de la réactivité aux stimulus sensoriels, le bruit et la luminosité. En l'absence d'un critère éthiopathogénique suffisamment précis, la définition de la migraine reste essentiellement clinique. Donc, c'est la cause la plus fréquente des céphalées primaires. 80% des migraineux la considèrent comme invalidante, souvent sous-estimée, avec tendance à l'automédication dans 50% des cas, avec impact socio-professionnel, population jeune, professionnellement active, avec répercussions sur la qualité de vie. Prédominance féminine, 3 femmes pour un homme. Âge de début avant 40 ans et chez l'enfant avant 10 ans. Dans 70% des cas, on retrouve des antécédents familiaux de migraine. Des crises fréquentes peuvent aboutir à un véritable état de mal migraineux, se définit comme une crise de migraine qui persiste au-delà de 3 jours, souvent secondaire à un abus dentalgique ou d'antimigraineux de crise. Le diagnostic de la migraine, il se fait par l'interrogatoire et ne nécessite aucun traitement complémentaire. Il repose sur la conjonction d'un certain nombre d'arguments, notion d'hérédité, 70% des cas, donc souvent, début dans l'adolescence, parfois dans l'enfance, notion d'évolution par crise avec intervalles asymptomatiques, hémicranie alternante, caractère pulsatile de la douleur, nausées, vomissements, photophobie, phonophobie, signes ophtalmologiques, neurologiques précédant l'hémicranie. C'est le cas de l'aura, de la migraine avec aura. Facteur déclenchant de la migraine, contrariété, situation de stress, ou à l'inverse, situation de détente brutale, migraine du week-end. Facteurs hormonaux, menstruation, là on parle de migraine cataméniale, contraception orale, ménopause. Facteurs alimentaires, repas gras, alcool. Facteurs sensoriels, lumière clignotante, décor rayé d'une pièce, des bruits, les odeurs. Certaines odeurs. Conditions de vie, excès ou manque de sommeil, hypoglycémie de la mi-journée. Facteurs climatiques, changement de température, tabac et les bruits forts. Un petit rappel physiopathologique de la migraine, c'est un désordre primaire. Donc, elle est due à un désordre primaire qui est d'ordre neurologique, accompagné d'effets vasculaires. Donc, c'est un phénomène neurovasculaire. Au cours d'une crise migraineuse, il se produit une dilatation et une inflammation transitoire des artères de la dure mère qui enveloppe le cerveau. Cette inflammation et dilatation de ces artères qui va provoquer la douleur. Pour la classification de la migraine, sans aura, critère diagnostique. Donc, au moins 5 crises. Il faut qu'il y ait 5 crises migraineuses qui répondent aux critères B et D. B, donc les crises durent de 4 à 72 heures. Au-delà de 72 heures, c'est un état de mal migraineux. Céphalée ayant au moins 2 des caractéristiques suivantes. Unilatérale, pulsatile, modérée ou sévère, aggravation par les activités physiques de routine. D, durant les céphalées, au moins l'un des caractères suivants, nausées ou vomissements, photophobie, phonophobie, et avec un examen clinique qui doit être strictement normal entre les crises. Critères de la migraine avec aura, donc au moins 2 crises répondant aux critères B, donc au moins 3 des 4 caractéristiques suivantes. 1 ou plusieurs symptômes de l'aura totalement réversibles. Développement du symptôme de l'aura sur une durée inférieure ou égale à 60 minutes, intervalle libre maximum de 60 minutes entre l'aura et la céphalée. Examen clinique doit être aussi normal entre les crises. Migraine sans aura, migraine commune. C'est la plus fréquente, elle est plus fréquente que la migraine avec aura. La migraine, donc la migraine sans aura est c'est la migraine la plus fréquente. La douleur peut être précédée de prodromes, asthénie, nausée, malaise général, boulimie, sentiment d'euphorie. La douleur débute en général en région sus-orbitaire droite ou gauche, rarement en région occipitale. Mais si elle débute en région occipitale, elle diffuse en quelques heures à l'hémicrâne, parfois à l'ensemble du crâne. Elle est souvent pulsatile, mais peut donner une impression de serrement, d'intensité variable, mais toujours exacerbée par l'effort et gênant les activités quotidiennes.
Elle s'accompagne de nausées, de vomissements, de photophobie, de phonophobie et de vertige. Elle dure 4 à 72 heures, finit progressivement au cours du sommeil, laissant le malade fatigué ou bien au contraire libéré et euphorique. Contrairement à la migraine sans aura, on a la migraine avec aura, c'est la migraine accompagnée. La phase céphalagique est précédée de signes visuels ou neurologiques durant un quart d'heure à une demi-heure. Il peut s'agir d'un scotome scintillant, s'étendant en ligne brisée, dans le cas de l'aura visuelle, qui est plus fréquente. De paresthésie du pourtour buccal ou de la main, aura sensitive. Épisode aphasique, aura aphasique. D'épisodes parétiques transitoires, plus rarement, aura motrice. Dans la migraine avec aura, la phase céphalagique est plus courte. Donc, la durée de la céphalée est plus courte. Autre type de migraine, migraine basilaire, qui est beaucoup plus rare, mais pose un problème diagnostique. Elle débute par des troubles visuels, bilatéraux, s'accompagne de vertiges, troubles de l'équilibre, hypersomnie, jusqu'à même parfois troubles de la conscience. Migraine ophtalmoplégique exceptionnelle s'accompagne d'une paralysie transitoire d'un nerf oculomoteur avec diplopie, notion de vision double. Migraine hémiplégique familiale définie par la survenue d'une hémiparésie au cours de l'aura et par une hérédité autosomique dominante. Le gène responsable est localisé sur le chromosome 19. Migraine de l'enfant, topographie souvent frontale, vomissement, douleur abdominale. Migraine avec aura, les hallucinations visuelles à type macropsie, inversion des images sont plus fréquentes par rapport à l'adulte. Vertige aigu récidivant, vomissements cycliques, douleurs abdominales récurrentes sont considérés comme équivalents de la migraine. Éliminer une cause organique par une imagerie cérébrale, bien sûr. Et pour le traitement de l'enfant, isolement dans une pièce sombre et anti-inflammatoire nifluril en suppôt. Ça donne de bons résultats. Traitement de la migraine. Objectif, prévenir la survenue et diminuer la fréquence des crises. Traitement efficace si fréquence réduite d'au moins 50%. On évalue au terme de 3 mois de traitement. Donc, il comprend deux volets, traitement de la migraine, traitement de l'accès migraineux et traitement de fond. Donc, il y a des traitements non spécifiques, repos, isolement, relaxation, acupuncture, éviction des facteurs déclenchants, bien sûr. Traitement de la crise, première intention, plutôt possible, antalgique, anti-inflammatoire, non stéroïdien. Paracétamol, caféiné. Anti-inflammatoire, ibuprofène, naproxène, apranax, qui donne de bons résultats. Kétoprofène, diclofénac. L'aspirine aussi, il y a des patients qui répondent à l'aspirine 500 ou 1 gramme. Il faut éviter les antalgiques opiacés au début, car ils induisent des céphalées chroniques quotidiennes. Si échec, on passe au traitement spécifique. On est toujours dans le traitement de la crise migraineuse. Donc, si échec, on passe au traitement spécifique. Dérivé ergoté. Tartrate d'ergotamine, donc il n'existe pas en Algérie, c'est des comprimés, donc 1 mg à 2 pour l'adulte, maximum 6 mg. Contre-indiqué en cas de grossesse, HTA, encore, syndrome de Raynaud, artériopathie des membres inférieurs. Les triptans sont des agonistes sérotoninergiques vasoconstricteurs. Première génération, sumatriptan. Deuxième génération, zolmitriptan. Et la troisième génération, et les triptans, le Rilpax. Donc, on utilise souvent le Rilpax, 40 mg. On donne un comprimé au moment de la céphalée. Au début de la céphalée, on donne un comprimé. On attend minimum 2 heures pour une deuxième prise. On ne donne pas plus de 2 comprimés par jour. Ne jamais associer un triptan avec la DHE, dihydroergotamine. Ce sont 2 vasoconstricteurs. Donc, les triptans agissent sur la douleur, nausée, photophobie et phonophobie. Effet secondaire, fourmillement, vertige, nausée, somnolence et grave douleur thoracique et spasme coronarien. Donc, il faut surveiller. Traitement de fond, dihydroergotamine. Donc, pour l'adulte supérieur à 16 ans et inférieur à 35 ans. Donc, généralement, c'est le Séglor, 5 mg. Ne pas dépasser 10 mg. Pareil, un risque d'ergotisme. Sinon, on goûte la DHE, 30 gouttes 3 fois par jour. On commence avec 10 gouttes 3 fois par jour et on augmente progressivement. Contre-indication, grossesse, allaitement, antécédents cardiovasculaires, HTA, angine de poitrine, artérite des membres inférieurs, syndrome de Raynaud, insuffisance hépatique ou rénale. Autre traitement de fond, donc on a vu la DHE. Autre bêta-bloquant, avlocardil, 40 à 160 mg. Il faut faire un ECG, bien sûr, avant de donner l'avlocardil, de prescrire l'avlocardil. On commence avec des doses très minimes.
contre-indiqués asthme, bradycardie, BAV, syndrome de Raynaud. Les antisérotonergiques, pizotifène, on peut donner maximum 3 comprimés par jour. Ils donnent une perte de poids, ils causent une perte de poids. Et les antagonistes calciques. On a les antipyrétiques, on a la dépakine qui n'a pas la même, mais qui donne de bons résultats sur la migraine, traitement de fond de la migraine, dépakine chrono 500 avec surveillance de la fonction hépatique. Et puis Tomax, la topiramate. Donc topiramate, il faut surveiller et contre-indiqué en cas d'antécédent de colique néphrétique. Les antidépresseurs, par contre, l'amitriptyline, l'Aroxyl, donnent de très bons résultats. Il est contre-indiqué en cas de glaucome d'adénome de la prostate. L'amitriptyline, on commence toujours, généralement, on utilise la forme goutte. On commence avec minimum 3 gouttes. C'est la dose minimale, 3 gouttes le soir au coucher et on augmente très progressivement. Cas particulier, migraine cataméniale. C'est une migraine chez la femme en période de règles. On donne le stradiol 48 heures avant le début du cycle et pendant 7 jours. Il vise à éviter la chute brutale des oestrogènes. C'est un véritable déclencheur de la crise. Le traitement prophylactique par oestrogène semble donc être le plus rationnel et la voie cutanée est privilégiée du fait de la stabilité des taux des hormones qu'elle influe. Donc, oestrogène, c'est la dose de 1,5 mg par jour ou bien en association avec la Pranax, anti-inflammatoire. L'état de mal migraineux, donc c'est une durée de la crise migraineuse supérieure à 112 heures, hospitalisation, amitriptyline à forte dose et aussi les corticoïdes. En cas de grossesse, paracétamol, on peut aller jusqu'à 2 grammes par jour. Agie vasculaire de la face, cluster headache. C'est une maladie caractérisée par des crises de douleur très intenses, atroces, unilatérales, type de brûlure, déchirure, coup de poignard pouvant conduire au suicide. En général, la douleur est orbitaire, périorbitaire ou bien temporale, parfois dans l'oreille et le cou. Touche beaucoup plus l'homme, 3 hommes pour une femme, et avec notion de tabagisme actif. Durée 15 minutes à 180 minutes, moins de 3 heures. Associé au signe d'activation parasympathique du même côté de la douleur. Souvent, donc larmoiement, congestion nasale ou d'écoulement nasal, un œdème de la paupière, rougeur de l'œil, toujours du même côté de la douleur. Agitation, irritabilité durant la crise, contrairement à la migraine. Le nombre de crises varie de 1, 2 à 8 par jour. Les crises surviennent parfois aux mêmes heures, régulièrement, souvent la nuit, et réveillent le patient. L'alcool, le tabac, le stress peuvent être un facteur déclenchant. Elles surviennent par période et de quelques semaines à quelques mois, parfois durant certaines saisons. Il y a des patients, par exemple, qui vous disent que les crises viennent chaque printemps, par exemple. Le traitement de la crise, dans les antalgiques habituels sont inefficaces. Donc, le traitement de la crise, c'est l'oxygénothérapie. Dès le début de la crise, 6 litres par minute pendant 15 minutes. Injection de sumatriptan, contre-indication terrain cardiovasculaire. 2 doses maximum par jour. On peut passer à la morphine et le botox. Traitement de fond, verapamil, inhibiteur classique, donne de très bons résultats. 120 mg à raison de 3 à 6 comprimés par jour, avec surveillance du rythme cardiaque. ECG, ça donne une bradycardie. La névralgie faciale du trijumeau, ce qu'on appelle aussi le tic douloureux de la face. C'est une douleur faciale paroxystique intermittente unilatérale qui touche un des 3 territoires du nerf trijumeau. Touche beaucoup plus la femme que l'homme, âge supérieur à 50 ans. On a 2 types de névralgie du 5. Premier type essentiel, la deuxième symptomatique secondaire à une pathologie cérébrale. La névralgie essentielle du trijumeau, on n'a pas de déficit neurologique. Le diagnostic positif est clinique. Crise paroxystique douloureuse de la face qui dure quelques secondes, inférieure à 2 minutes. Douleur soudaine, intense, aiguë, superficielle et intolérable. En coup de poignard, mais surtout en décharge électrique au niveau de l'un des territoires, 3 territoires. Donc, on a l'ophtalmique, maxillaire supérieur, maxillaire inférieur. Maxillaire supérieur, c'est le territoire le plus touché. L'intensité sévère,
La zone gâchette, c'est une douleur qui est déclenchée de manière élective par excitation d'une zone cutanée précise du territoire douloureux. Très importante, la zone gâchette. Donc, c'est une douleur qui est déclenchée de manière élective par excitation d'une zone cutanée précise du territoire douloureux. Il y a un intervalle libre entre les crises douloureuses, sensibilité faciale et cornéenne normale, pas de déficit des muscles masticateurs. IRM cérébral retrouve très souvent, dans 95% des cas, un conflit neurovasculaire, résultant d'un contact entre une boucle vasculaire et une branche du nerf trijumeau à son émergence de la base du crâne. Diagnostic différentiel, névralgie trigeminale symptomatique, la secondaire, sujet jeune, atteinte des 3 branches du 5. Le fond douloureux est permanent, pas de zone gâchette, signe neurologique présent, TDM, IRM cérébral, surtout l'IRM cérébral systématique, tumeur, AVC, sclérose en plaques. La névralgie du glossopharyngien, c'est une douleur comparable à celle de la névralgie du 5. Topographie diffère. Territoire sensitif, base de la langue, fond de la gorge, amygdale et conduit auditif externe. Facteur déclenchant, parole, déglutition et mouvement du cou. Les agies faciales non névralgiques, ophtalmologiques, ORL, sinusite et somatologiques, agies dentaires. Traitement de la névralgie du 5, traitement essentiellement, on a la carbamazepine tegretol qui est un antiépileptique. Donc, on a le dosage de 100, 400, LP400. On donne 600 à 1200 mg par jour. On commence avec des doses avec de petites doses. Première intention, très efficace. Synthèse diagnostique aussi. Il faut faire un bilan hépatique avant d'entamer le traitement. Il est contre-indiqué aussi en cas de BAV. Donc, faire un bilan hépatique et un ECG. Baclofène, qu'on donne aussi en comprimé 10 mg. On donne jusqu'à 5 à 6 mg, 6 comprimés par jour. Autres antiépileptiques, clonazepam, rivotril, gabapentin, gabatrex, Neurontin, prégabaline, Lyrica. Aussi, les antidépresseurs tricycliques, l'amitriptyline, dans le traitement médical de la névralgie du 5. Le traitement chirurgical, en cas de résistance à long terme au traitement médicamenteux, et ça se voit, on trouve dans environ 40% des cas. Le choix du traitement dépend de l'âge. Le traitement chirurgical dépend de l'âge, d'état du patient, intensité de la névralgie, tolérance de la douleur, son origine et son ancienneté. D'une façon générale, la chirurgie n'est envisagée qu'en dernier recours. 3 techniques différentes, donc Gamma Knife, technique percutanée et décompression microvasculaire. Gamma Knife consiste à irradier le nerf trijumeau, provoquant ainsi la destruction partielle des fibres nerveuses. Technique percutanée, on a la thermocoagulation, donc qui permet de supprimer les douleurs tout en conservant la sensibilité tactile de la face. C'est la plus efficace. Destruction chimique par injection de glycérol, compression du ganglion de Gasser par un ballonnet gonflable et décompression microvasculaire. Névralgie d'Arnold ou névralgie du nerf grand occipital. Le nerf d'Arnold est formé par la branche postérieure de la deuxième racine cervicale C2. Donc, on a des douleurs occipitales, cervicales. Douleur type décharge électrique ou élancement, souvent sur un fond douloureux permanent à type de paresthésie ou de brûlure. Topographie, région occipitale d'un côté et irradie vers le vertex, parfois dans la région orbitaire du même côté. Facteur déclenchant, mouvement de la tête et du cou. L'examen, il est parfois possible de déclencher la douleur en appuyant sur la zone d'émergence du nerf, à la base du crâne, au niveau de la naissance des cheveux, donc la base du crâne. Les céphalées de tension sont des douleurs, des céphalées bilatérales. On a des cervicalgies, sur des cervicalgies non pulsatiles, le plus souvent constrictives, en bandeau, sensation de pression, de brûlure ou de fourmillement d'intensité faible à modérée, non aggravée par les activités physiques, contrairement à la migraine. Aussi, sensation d'écoulement. Les patients vous disent, j'ai l'impression que l'eau coule dans ma tête. C'est des céphalées atypiques. Elles sont épisodiques, inférieures à 15 jours par mois, contrairement à les céphalées chroniques où ça dure plus de 15 jours par mois pendant plus de 3 mois, dans le cas de la chronique. Pas de nausées, pas de vomissements, mais peut s'accompagner de photophobie et phonophobie. S'associe généralement avec la migraine. La douleur serait due à une augmentation dans la céphalée de tension. La douleur est due à une augmentation de la tension et la sensibilité des muscles péricrâniens,
lors d'un stress physique, mauvaise posture de la tête et du cou lors d'un travail sur écran, par exemple, ou psychologique. Les patients atteints de forme épisodique consultent peu, sauf lors du stress important. En cas de stress psychologique répété, contrariété, surmenage, surajouté à des contraintes physiques, sédentarité, mauvaise posture de travail, certains sujets développent une céphalée de tension épisodique, voire même chronique, donc qui dure plus de 15 jours par mois pendant plus de 3 mois. Le traitement de la crise, aspirine, paracétamol anti-inflammatoire, traitement de fond, essentiellement la amitriptyline, la rouxyle en comprimé ou bien en gouttes. Céphalée aiguë, donc on a fini le céphalée aiguë primaire, on va passer au céphalée aiguë secondaire. Elles ont plusieurs origines, donc post-traumatique, trauma crânien ou cervical, origine vasculaire, crânienne ou cervicale, hémorragie méningée, dissection d'une artère cervicale, hématome intracrânien, pic d'hypertension artérielle, thrombose veineuse cérébrale. Origine non vasculaire, hypertension intracrânienne, les tumeurs cérébrales. Origine toxique, abus médicamenteux ou sevrage. Origine infectieuse, méningite, abcès cérébral, encéphalite, infection virale ou bactérienne. Troubles métaboliques, hypoxie, hypercapnie, hypoglycémie, hypercalcémie, intoxication au CO. Associé à des douleurs de la face, dentaire, sinusienne, oculaire, glaucome aigu, angle fermé ou auriculaire. On va commencer par les hémorragies sous-arachnoïdiennes qui sont les plus répandues dans les céphalées secondaires non traumatiques. L'hémorragie sous-arachnoïdienne ou hémorragie méningée est un épanchement sanguin dans le liquide cérébro-spinal contenu dans les citernes arachnoïdiennes de la base du crâne et de la convexité cérébrale. Cliniquement, on a des céphalées brusques et hyper intenses, d'intensité d'emblée maximale, notées comme un coup de tonnerre dans un ciel serein. Surtout le sujet jeune, avec notion de méningisme sans fièvre, on peut avoir des troubles de la conscience avec plus ou moins des signes neurologiques. Donc, sujet jeune qui présente des céphalées intenses, d'intensité d'emblée maximale, pensez à faire un scanner en urgence à la recherche d'une hémorragie sous-arachnoïdienne. Donc, le scanner cérébral sans injection de produits de contraste, on a une hyperdensité. Donc, l'intérêt du scanner cérébral, c'est de visualiser l'hémorragie et aussi de visualiser les complications précoces de l'hémorragie. Donc, on a une hyperdensité spontanée située dans les espaces sous-arachnoïdiens. Voilà, ce que vous voyez fléché en rouge. Intéresse habituellement les citernes de la base, les scissures interhémisphériques et les scissures latérales. Le scanner cérébral sans injection de produits de contraste visualise aussi les complications précoces qui sont l'hydrocéphalie, l'hématome intraparenchymateux avec effet de masse et l'hémorragie ventriculaire. Le scanner cérébral non injecté est la technique de choix dans l'hémorragie sous-arachnoïdienne. Si suspicion élevée, clinique élevée de l'hémorragie, alors que le scanner est négatif, on passe à l'angioscanner ou bien l'IRM cérébral, séquence flair et T2 étoile. Ponction Lambert, on ne la fait plus. Donc, on a un liquide céphalorachidien, on va trouver un liquide céphalorachidien à un aspect hémorragique. Il faut respecter au moins minimum 12 heures entre le début des symptômes et la réalisation de la PL. Principale cause d'hémorragie sous-arachnoïdienne, traumatisme, c'est la cause la plus fréquente. Rupture d'anévrisme, la cause la plus fréquente parmi les étiologies non traumatiques. Malformation vasculaire, dissection ou bien les tumeurs. Complications de l'hémorragie sous-arachnoïdienne, on a l'hydrocéphalie, l'hématome intraparenchymateux et le ressaignement. Traitement, alitement obligatoire dans l'obscurité. Traitement de l'HTA, nicardipine si la pression artérielle moyenne est supérieure à 13. Les anticoagulants et antiagrégants sont contre-indiqués. Prévention du vasospasme, nimodipine 60 mg par voie orale toutes les 4 heures pendant 21 jours. Mais la pression artérielle doit être maintenue entre 70 et 130 pour la minima et la systolique entre 120 et 185. On a aussi le traitement chirurgical étiologique. Thrombose veineuse cérébrale. Les thromboses veineuses cérébrales représentent moins de 1% des accidents vasculaires cérébraux. Surtout la femme jeune. Elle associe régulièrement l'occlusion de plusieurs sinus cérébraux ou veines cérébrales. Les plus répandus, les plus fréquemment touchés, ce sont le sinus
sagittal supérieur et le latéral. Le pronostic est favorable, plus de 75% des patients retrouvent une autonomie. La manifestation clinique prédominante est la céphalée. On peut retrouver un déficit focal, des crises d'épilepsie et un œdème papillaire au fond d'œil. La survenue de troubles phasiques, de troubles de la vigilance et de troubles psychiatriques n'est pas exceptionnelle. Donc, dans la thrombose veineuse cérébrale, cliniquement, ça peut aller de la simple céphalée au coma. Multiples facteurs de prédisposition dans la thrombose veineuse cérébrale. Donc, on a anomalie de la coagulation qui est favorisée par des modifications du statut hormonal chez la femme, telles que la contraception, thrombophilie génétique et acquise, pathologie hématologique et carcinomateuse, les maladies inflammatoires et infectieuses du système nerveux central, les infections de la sphère ORL. La céphalée dans la thrombose veineuse cérébrale est inaugurale dans 60 à 70% des cas. Elle est typiquement associée aux autres symptômes de l'hypertension intracrânienne, éclipse visuelle, acouphènes, pulsatiles, nausées, vomissements, un œdème papillaire bilatéral au fond d'œil. Elle peut être strictement isolée. Elle résiste aux antalgiques. Rarement, la céphalée est explosive, accompagnée de nausées et vomissements. Elle peut se manifester par une symptomatologie évocatrice de migraine avec aura. Cause locale des thromboses veineuses cérébrales. Infectieuse, donc infection extradurale, mastoïdite, sinusite, angine, cellulite faciale, infection stomato-ostéomyélite. Les infections intradurales cérébrales, abcès, emphysème, méningite. On a les tumeurs aussi, on a les traumatismes crâniens, autres, une intervention neurochirurgicale peut causer une thrombose veineuse cérébrale, un infarctus, hémorragie cérébrale, malformation artério-veineuse, compression de la veine jugulaire. Les causes générales des thromboses veineuses cérébrales, grossesse postpartum, cancer, adénocarcinome, syndrome myeloprolifératif, lymphome, leucémie, maladie systémique inflammatoire, maladie de Behçet, le lupus, sarcoïdose, maladie de Horton, hémopathie, polyglobulie, anémie hémolytique, anémie par carence martiale, drépanocytose, anomalie de la coagulation, déficit en protéines S, C, antithrombine 3, résistance à la protéine C par mutation du facteur 5 Leiden. Autre, coagulation intravasculaire disséminée, déficit en plasminogène, cryofibrinogenémie, déshydratation sévère pourrait provoquer une thrombose veineuse cérébrale. Donc, il faut explorer une thrombose veineuse cérébrale. Donc, infectieuse, virale, parasitaire, bactérien, chirurgie, maladie de Crohn, RCUH aussi, donne une thrombose, un tableau de thrombose veineuse cérébrale, les cardiopathies, syndrome néphrotique. Voilà. Donc, exploration, donc on fait un scanner cérébral. Les signes directs visualisent la thrombose veineuse, donc signe du triangle dense, donc au niveau du sinus longitudinal supérieur, avant l'injection et après l'injection, le signe de delta, vide. On a aussi le signe de la corde, hyperdensité spontanée d'un sillon cortical. Donc, à gauche, scanner cérébral avec injection, signe de delta qui correspond à une thrombose du sinus longitudinal supérieur. À droite, on a une coupe sagittale d'une TDM cérébrale sans injection de produit de contraste. On a une hyperdensité spontanée du sinus longitudinal supérieur. Les signes indirects, retentissement beaucoup plus, le retentissement parenchymateux, la thrombose cérébrale au niveau du parenchyme. Donc, on a de l'œdème cérébral diffus, de l'ischémie veineuse, des hématomes intraparenchymateux, une stase veineuse durmérienne. L'examen sans et avec injection normale dans 10 à 20%. Donc, on peut avoir un scanner cérébral normal dans 10 à 20% des cas, d'où l'intérêt d'une IRM cérébrale avec séquence pondérée T1 et T2. Donc, pour visualiser la thrombose, mesurer son extension, évaluer son ancienneté et objectiver son retentissement sur le parenchyme cérébral. L'angioscanner, si l'IRM cérébral est normal ou contre-indiqué. Ponction lombaire permet de rechercher des signes d'infection ou inflammation du système nerveux central. IRM coupe sagittale, séquence pondérée en T2, voilà une thrombose du sinus longitudinal supérieur, voilà, et la dilatation de la veine cérébrale interne. Pronostic,
le pronostic est imprévisible à titre individuel. Le taux de mortalité est à 10 à 20%. Le pronostic fonctionnel est meilleur que dans l'ischémie artérielle, avec 10 à 20% des patients qui gardent des séquelles, épilepsie, déficit focal, atrophie optique. Facteur de mauvais pronostic, le siège de la thrombose veineuse profonde. Nature de la maladie sous-jacente. La présence de signes focaux, d'un coma, l'âge de début, enfant sujet âgé. Existence d'un infarctus hémorragique associé, association d'une embolie pulmonaire à la thrombose cérébrale, ou enfin la vitesse de propagation de la thrombose. Traitement, anticoagulation curative en urgence, même en présence d'une hémorragie initiale. Donc, l'héparine à bas poids moléculaire avec relais avec cas. Si hémorragie initiale, puisqu'on retrouve dans 40% des cas, faire une imagerie de contrôle dans les premiers jours pour s'assurer de l'absence d'aggravation sous anticoagulation. Il faut garder un INR entre 2 et 3. Durée du traitement, 9 à 12 mois. Traitement symptomatique de la HIC, donc des céphalées, la crise d'épilepsie. Traitement étiologique et précoce. L'hypertension intracrânienne, l'HIC. L'HIC est due à une augmentation de la pression intracrânienne supérieure à 15 mm de mercure de façon durable, suite à l'inflation d'un ou de plusieurs des 3 secteurs intracrâniens, qui sont parenchyme cérébral, le volume sanguin cérébral et le liquide cérébrospinal, LCR. Les céphalées dans l'HIC sont en casque, qui s'installent ou s'aggravent le matin, en deuxième partie de la nuit, ne sont pas soulagés par les antalgiques, rebelles aux antalgiques, associés à des nausées ou des vomissements fréquemment en G, souvent lors d'un changement de position de la tête. Des troubles visuels comme un flou visuel, parfois une vision double, diplopie, des acouphènes, des vertiges, des modifications du caractère avec une irritabilité, troubles de l'humeur, apathie. On peut retrouver dans la HIC aussi des troubles neurovégétatifs tels que la bradycardie, l'HTA, troubles du rythme et troubles respiratoires. Examen fond d'œil, très important. Il peut être normal dans une HIC récente, chez nourrissant, patient âgé, mais n'exclut pas le diagnostic de l'HIC. Peut révéler en fonction de la croissance de sévérité, ça va de la stase papillaire jusqu'à l'atrophie optique, en passant par l'œdème papillaire et les exsudats et hémorragie péripapillaire. L'imagerie cérébrale est très importante dans un but étiologique. On recherche un processus expansif intracrânien, trauma crânio-encéphalique grave, lésion vasculaire cérébrale, hydrocéphalie, infection. Les 2 risques majeurs, complications majeures de la HIC sont l'engagement cérébral et l'atrophie optique. Traitement essentiellement étiologique, souvent associé aux moyens qui agissent en favorisant la réduction du secteur liquidien et ou sanguin. Mannitol, diurétique, barbiturique, hypocapnie provoquée, dérivation liquidienne externe. La HIC idiopathique, qui est différente de la HIC, de l'autre type de la HIC, la HIC idiopathique, c'est une hypertension intracrânienne bénigne qui est rencontrée surtout chez la femme obèse. Soit elle est associée à une cause médicamenteuse ou une affection générale. C'est une affection qui est curable, qu'il faut savoir diagnostiquer et traiter pour prévenir la cécité définitive. Son diagnostic repose sur l'absence de signes de localisation neurologique. Donc, j'ai un examen neurologique normal, hormis des signes d'hypertension intracrânienne. Normalité de l'imagerie cérébrale, mais surélévation, on a une surélévation de la pression du liquide céphalo-rachidien. C'est normal, c'est une HIC, mais avec normalité de sa composition. Le symptôme le plus fréquent, c'est la céphalée qui est aspécifique, qui est fréquemment associée à des éclipses visuelles, qui sont des épisodes brefs de perte visuelle, survenant notamment lorsque le patient se penche en avant, des acouphènes pulsatiles, une vision double. Le fond d'œil, l'œdème papillaire de stase, souvent bilatéral et symétrique, pouvant être asymétrique. Sa sévérité est corrélée au pronostic visuel. L'imagerie cérébrale élimine une HIC secondaire, donc un processus intracrânien expansif ou méningé, une hydrocéphalie ou une thrombose veineuse cérébrale. Donc, l'imagerie cérébrale objective aussi, une selle turcique vide, dilatation des gaines des nerfs optiques et un aplatissement des globes oculaires. L'examen du champ visuel est essentiel et très important pour déterminer le pronostic visuel et guider la surveillance. La ponction lombaire sera faite pour
confirmer l'élévation de la pression d'ouverture du liquide cérébral, cérébrospinal, donc le LCR, qui est supérieure à 25 chez l'adulte et supérieure à 28 chez l'enfant. Complications de la lachycie idiopathique, perte visuelle définitive. D'où l'intérêt de rechercher des facteurs de risque de mauvais pronostic visuel, qui sont le sexe masculin, obésité morbide, cliniquement l'œdème papillaire sévère, baisse d'acuité visuelle, champ visuel anormal, lors de la présentation initiale, une hypertension artérielle qui est non contrôlée, syndrome de l'apnée du sommeil. Aussi comme complication, les céphalées chroniques, rhinorrhée et autorrhée cérébro-spinale. La prise en charge de lachycie idiopathique, donc on commence d'abord par supprimer les facteurs de risque, perte de poids, même une perte de 2 kg, 1,5 kg, 2 kg pourrait améliorer la céphalée chez les personnes qui présentent une lachycie idiopathique. Arrêt des facteurs précipitants, donc aux dérivés de la vitamine A, les cyclines, les hormones de croissance chez l'enfant. Fonction lombaire soustractive, 1 à 2, pas plus, à cause de la difficulté de tolérance pour les patients qui sont souvent en surpoids. Donc, c'est ce qui rend le geste difficile et douloureux. Traitement médical de la lachycie idiopathique, le Diamox 1 à 2 grammes par jour, maximum 4 comprimés par jour, agit sur la sévérité de l'œdème papillaire. On associe le K+, parce qu'il donne une hypokaliémie. L'autopiramate, Epitomax, c'est le traitement de la céphalée et facilite la perte de poids. Donc, finalement, la bénignité de cette affection est tout à fait relative, puisqu'elle engendre des troubles visuels pouvant conduire à la cécité irréversible. D'où l'intérêt donc de faire de la répétition des champs visuels qui permet de détecter cette atteinte visuelle précocement et de la traiter. Pour les céphalées chez l'enfant, on passe aux céphalées chez l'enfant. Donc, on peut avoir des céphalées aiguës inhabituelles. Donc, on suspecte une méningite, qu'elle soit virale ou bactérienne, une tumeur cérébrale, intoxication. Quand elles sont chez l'enfant, quand elles sont progressives, on suspecte une tumeur cérébrale, une lachycie idiopathique. Quand les céphalées sont récurrentes chez l'enfant, on suspecte une migraine chez l'enfant. Et quand elles sont prolongées, beaucoup plus cause ophtalmologique et céphalée de tension. Pensez à demander un examen ophtalmologique chez un patient, que ce soit enfant, adulte, surtout l'enfant, qui présente des céphalées aiguës, même chroniques. Voilà, pour confirmer une baisse d'acuité visuelle et corriger cette baisse d'acuité visuelle. Les céphalées subaiguës, je voulais en parler juste pour les différencier des céphalées aiguës. Elles s'installent au bout de quelques heures, quelques jours, quelques semaines. Observées dans la grippe saisonnière, dans la méningite, poussée hypertensive brutale et sévère, hypertension intracrânienne aussi, thrombose veineuse cérébrale, médicamenteuse, vasodilatateurs ou dérivés nitrés. Et surtout, pour vous parler de la maladie de Horton. C'est important de la connaître. Donc, elle touche le sujet âgé de plus de 50 ans. C'est une céphalée qui est temporale, permanente, unie ou bilatérale, avec recrudescence lors du contact de la région temporale au cuir chevelu, quand les personnes se coiffent, surtout l'homme. On peut avoir une cécité monoculaire transitoire, elle annonce la sévérité définitive. On peut avoir aussi un tableau pseudo-polyarthrite rhizomélique. S'y associe une altération d'état général, on demande une VS en trouble accéléré, CRP augmenté. Le diagnostic de certitude, c'est la biopsie de l'artère temporale, donc on retrouve une artérite gigantocellulaire. Donc, il faut palper l'artère temporale qui est indurée, douloureuse et non pulsative. Donc, complication de la maladie de Horton, la cécité par thrombose de l'artère centrale de la rétine ou une ivrite optique ischémique. Il faut traiter précocement, on n'attend pas les résultats de la biopsie de l'artère temporale. On donne les corticoïdes 1 mg kg pendant plusieurs mois avec diminution progressive. Surveillance de l'AVS et CRP. Si l'AVS et CRP diminuent, on pourra commencer à ce moment-là la diminution progressive des corticoïdes. Donc, en conclusion, la céphalée aiguë est un motif de consultation qui est très répandu. Intérêt d'un interrogatoire minutieux avec caractéristiques spécifiques de la céphalée pour orientation diagnostique. Intérêt de l'imagerie cérébrale devant toute atypie ou forme secondaire.
Importance du fond d'œil devant une céphalée par rapport à l'HIC. Voilà, je vous remercie et vous pouvez poser vos questions. Je vais répondre. Voilà. Alors, durée du traitement antiépileptique dans la thrombose veineuse cérébrale, tout dépend des crises d'épilepsie. C'est des crises espacées, c'est des crises qui surviennent quotidiennement. Donc, il faut traiter déjà l'épilepsie. Il faut traiter l'épilepsie et surtout, si pendant 2 ans, il ne fait pas de crise d'épilepsie, on pourra diminuer et arrêter le traitement. Mais je pense qu'il vaut mieux garder une dose minimale efficace jusqu'à la disparition de la thrombose veineuse cérébrale. Oui, pas forcément femme. Alors, devant une femme qui présente des céphalées, il ne faut jamais passer au cri de thrombose veineuse cérébrale. Oui, même le jeune homme, dire même l'homme, pas forcément une femme, ça a exploré. Voilà, très bien. Donc, même l'homme. Femme, c'est par rapport au stro-progestatif aussi. Justement, éviter les variations tensionnelles. Très bien. Dans le traitement de la migraine, pour ibuprofène, ils disent que 400 sera très efficace sur la crise migraineuse. Oui, il faut dire dans le traitement de la crise migraineuse, on commence toujours par les antalgiques, avec les antalgiques et aussi les anti-inflammatoires. Oui, on peut commencer. N'oubliez pas de donner du Mopral associé. D'accord. Comment faire l'augmentation progressive de la DHE? Pouvez-vous nous donner un exemple, par exemple? D'accord. Moi, généralement, je commence avec 10 gouttes 3 fois par jour. Bon, sujet de l'adulte, supérieur à plus de 16 ans. Je commence avec 10 gouttes 3 fois par jour et j'augmente très progressivement. Alors, pendant 10 gouttes donc 3 fois par jour, donc 10 le matin, 10 l'après-midi, 10 le soir, pendant un mois. Et ensuite, si ça va avec 10, 10, 10, je continue. Si ça ne va pas, j'augmente 15, 15, 15. Ensuite, progressivement jusqu'à atteindre les 30 gouttes, les 90 gouttes par jour. Alors, céphalée durant la mastication, ça peut être en rapport avec la névralgie du 5, névralgie du glossopharyngien. Il faut aussi voir la maladie de Horton, donc faire une VS. Voilà. Est-ce que toutes les thromboses veineuses sont aussi la chirurgie? Le traitement de le traitement de la thrombose veineuse cérébrale n'est pas un traitement chirurgical, c'est l'héparine à bas poids moléculaire. Donc, ce n'est pas ça du tout. Et on traite chirurgicalement la cause, s'il y a une cause chirurgicale. Mais sinon, c'est un traitement médical. Il n'y a pas de traitement chirurgical en thrombose veineuse cérébrale. Femme enceinte sous contraceptif, ok, très bien, bien sûr, il faut penser thrombose veineuse. Oui, il faut penser aussi à dire, même si c'est des céphalées intenses, sujet jeune, pensez à l'hémorragie en coup de tonnerre, pensez à l'hémorragie sous-arachnoïdienne, pensez aussi à la thrombose veineuse. Une fois, on a eu aux urgences de neuro un patient qui présentait des céphalées atroces, scanner cérébral normal, sans avec injection IRM cérébrale normale. Et quand on a fait l'angio scanner, on a retrouvé la thrombose veineuse. Quand les céphalées sont rebelles au traitement, pensez à explorer. Alors, durée de traitement anticoagulant de la thrombose veineuse cérébrale, c'est entre 3 à 6 mois. On peut aller jusqu'à 9 mois. Et tout dépendra de la cause aussi. S'il y a une pathologie hématologique associée, on peut aller jusqu'à un traitement à vie. Psychotrope, je ne pense pas. Donc, pour nous, médecins généralistes, est-ce qu'on peut prescrire des ordonnances à 3 souches de psychotropes? Ben non, ça m'étonnerait. Et puis, ça serait bien. Hein. Ça serait bien, mais ça m'étonnerait. Je ne sais pas. Je ne suis pas au courant. Mais ça serait bien.